On commence? Non, non, c'est Eh bon. ben, super. Merci à toutes et à toutes et à tous d'être là. Donc on va un peu parler du langage canin, qui est un langage que les chiens ont été établis euh, dans le monde du canin en fait, mais il faut comprendre que le chien va adopter différents types de langage ou en tous les cas de moyens de communication qui sont liés à la posture, les mimiques faciales, le sonore évidemment, donc les aboiements, et puis la partie odorante. Souvent, vous voyez dans des postes, des endroits où on vous fait des arrêts sur image, où on vous explique que tiens, bah, si le chien grogne, attention, danger, etc. C'est pas toujours le cas. Pourquoi? Parce que le grognement fait partie du langage, mais comme le langage chez le chien n'est pas unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul faisceau, les gens font des confusions. Donc, quand on a le langage, nous, on est souvent sur ce qu'on appelle du non-verbal, bien sûr, et nous, on pense souvent que c'est le langage verbal qui doit primer. D'ailleurs, vous le constatez régulièrement, vous parlez beaucoup à vos chiens, voire même beaucoup trop parfois. Et quand vous voyez vos poilus commencer à tordre la tête un peu dans tous les sens, c'est marrant, certes, mais ils essayent de comprendre ce que vous exprimez comme langage. Leur analyse, en fait, elle n'est pas axée sur le vocal. Il n'est pas d'ailleurs dans leur système prioritaire. Il n'est pas prioritaire parce que, vous voyez, par exemple, les chiens qui sont sourds, les gens vont rencontrer les mêmes problèmes avec des chiens qui sont sourds, alors que finalement, la voix est censée être en tous les cas pour l'humain, quelque chose de prioritaire. Donc, euh, la palette de ça, on appelle ça du langage muet et, euh, et visuel. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque vous adoptez des postures, et il faut le savoir, un chien quel qu'il soit, et d'ailleurs, j'invite évidemment tout le monde dans le monde entier, que ce soit dans nos dirigeants ou chez les humains, à faire à peu près comme les chiens, c'est-à-dire à communiquer de la même façon. Les chiens ne se prennent pas la tête, hein, que ce soit un chihuahua, un dog allemand, un Saint-Bernard, un staff, un chien qui vient des États-Unis, de Guadeloupe ou d'ailleurs, euh, ils parlent tous, sans exception, le même langage. Et ça, c'est important parce que c'est un moyen de communication qui est inné chez eux et qu'ils développent aussi au sein d'un groupe social. Alors, quand on a un chien qu'on accueille à la maison, que ce soit un chiot ou un chien adulte, il faut le savoir, ça s'adapte très vite. Alors là, je parle en connaissance de cause, notamment sur les chiens qui sont des chiens, euh, euh, par exemple, issus de refuges. Les gens souvent veulent savoir absolument quel est le problème que le chien a eu. En fait, dans l'absolu, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'un chien, en fait, le premier truc qu'il va faire, c'est de s'adapter d'abord à son environnement direct, c'est-à-dire l'environnement où vit le groupe social. Alors pour certains, c'est des appartements, pour d'autres, c'est des maisons avec jardin. Et voilà. Donc ça, c'est l'environnement direct où vit le groupe social. Puis ensuite de ça, le chien va s'adapter à son groupe social en général. Et quand je dis son groupe social, ça va être divers individus. Dans les individus, on va rencontrer évidemment, bah, ça peut être des chats, des chiens, des humains, y compris les enfants évidemment, dans cette phase-là. Et le chien va faire cette adaptation générale. Puis, il va s'adapter à chacun de vous. C'est-à-dire, c'est pour ça que le chien n'a pas les mêmes interactions avec Pierre, Paul ou Jacques. Alors, tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû parce que, en fait, dans les signaux de communication vont être analysés par le chien ce qu'il fait dans son monde de chien. Autrement dit, vos mimiques faciales, votre posture, vos intonations, mais aussi votre odeur. Alors, quand je parle d'odeur, je ne parle pas, mesdames et messieurs, je sens bon ou je pue, mais je parle bien de l'odeur que vous dégagez lorsque vous êtes inquiet, énervé, en souffrance, etc. Donc, le chien a une faculté, c'est de s'adapter à chacun de vous. L'analyse du chien, elle se fait
au niveau de vos mimiques faciales. Et c'est pour ça que parfois, quand des gens prennent un premier chien, puis un deuxième chien, puis un troisième chien, ils viennent m'expliquer qu'ils en sont à 6 chiens, qu'ils ont une expérience formidable avec leur chien, et ils ne comprennent pas pourquoi leur chien ne fonctionne pas de la même façon que le premier chien. Ben, en fait, tout ça, c'est dû à des choses très importantes. Un, vos mimiques faciales, mesdames et messieurs, changent. Et oui, on prend des rides. On a beau mettre de la crème, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et effectivement, on prend des rides. Et le chien analyse vos rides. Ils ont une faculté, pour eux, c'est d'analyser et de décortiquer l'ensemble des muscles de votre visage. Pour eux, dans un groupe social, notamment entre congénères, c'est une question de survie. Bah oui, c'est comme ça qu'ils voient que les moyens de communication, les mimiques, les vibrisses, pardon, les babines, le regard, les oreilles, la piloérection, etc., c'est un ensemble de langage. Donc, on parlait du langage corporel, et on va y venir tout à l'heure, mais dans les mimiques faciales, vous allez vous rendre compte que Pierre-Paul Jacques n'a pas les mêmes mimiques faciales. On va le voir un peu plus tard. Donc ça, c'est le langage du chien. Donc le langage du chien, c'est très, très sommaire, même si bon, j'ai récupéré une image, mais qui est malheureusement pas toujours la réalité, et c'est les meilleures images qu'on peut avoir malheureusement dans un schéma. Donc vous avez effectivement la posture attentive, vous avez la posture d'agressivité, vous avez des postures de peur. Alors attention, chez le chien, la peur peut se décliner au moins de 2 façons, qui sont la peur, on va dire, basique, la peur basique, et puis vous avez la peur extrême, qui est ce qu'on appelle la peur complexe. Ces deux peurs peuvent conduire le chien à diverses réactions, et après, heureusement, quand un chien a peur, on peut faire en sorte qu'il progresse dans le bon sens. Souvent, les gens ont tendance à enfermer le chien dans la peur en tentant de rassurer celui-ci, alors qu'il faudrait parfois faire ce qu'on appelle une immersion progressive, une habituation, etc. Je donne un exemple tout con, mais vous êtes nombreux là ici à représenter peut-être les forces de l'ordre. Moi, je travaille beaucoup avec les gendarmes et la police, et une fois, j'ai un vétérinaire qui a demandé à un policier de me contacter parce que son chien, qui est un chien stup, avait peur. Alors, quand il est revenu de vacances, donc en fait, il avait laissé son chien, et quand il est revenu de vacances, le chien était plus opérationnel parce que le chien avait peur, ce qui est très problématique. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une habituation au bruit, puisque le chien avait peur de plein de bruit. Donc, probablement que dans le refuge où il était, quelque chose est tombé très violemment à côté, et a fait que le chien a développé cette phobie. Et donc, on a fait ce qu'on appelle une habituation, c'est-à-dire un enregistrement de sons violents, avec, ça partait des sons bas à des sons stridents, mais l'impact, c'est par exemple des casseroles, des portes qui claquent, l'orage, les détonations, etc. Et ça a été passé en boucle pendant une semaine, H24, et le chien s'est habitué, puisqu'il est rentré dans une phase d'habituation à ses craintes, à sa phobie, donc d'habituation à ses bruits, et finalement il s'est rendu compte qu'il lui arrivait rien, et le chien a progressé comme ça. Donc il y a plusieurs phases évidemment, donc sachez qu'un chien quel qu'il soit est rééducable sans problème, d'accord. Le vrai travail de toute façon se fait sur l'humain. Donc il y a les postures, donc je disais, marquées de soumission. Moi, je préfère plutôt les postures, ce qu'on appelle d'apaisement, ou en tous les cas de signaux d'apaisement, qui sont plus ou moins marqués, mais ça reste des signaux d'apaisement. Et puis les postures d'invitation au jeu. La queue du chien est un moyen de communication. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents schémas dans la communication du chien, et souvent les gens dans les réseaux sociaux ou ailleurs, on vous fait des arrêts sur image. Or, il faut prendre en considération l'ensemble du langage canin. Donc, comme je l'ai dit, le langage canin, c'est le regard, les vibrisses, les babines, évidemment, le port des oreilles, la piloérection, la posture et le port de la queue. Évidemment aussi, le côté odorant. Donc, vous voyez qu'il y a quand même plus la vocalise. Donc, on est à pas moins de 9 systèmes qui sont axés sur le langage. Si vous retirez un langage,
Si vous retirez, vous prenez juste, par exemple, vous retenez simplement le fait que le chien va retrousser les babines et que vous ne regardez pas le reste, bah, tout de suite, ça peut être une alerte. Mais vous avez des chiens qui vont venir vers vous en retroussant les babines parce qu'ils ne savent pas comment se comporter, parce qu'ils ont été battus. Vous voyez, vous avez des chiens qui vont venir vous faire, qui vont vous lécher parce qu'ils ne savent pas là non plus comment se présenter, parce que là aussi, ils ont subi des stress et ils ont été battus et ils ne savent pas comment se présenter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'ensemble du langage du chien et lorsque l'on a compris ça, ben, on arrive mieux à cerner en fait comment fonctionne le chien. Donc, il y a des repères visuels sur la queue. Alors, le chien confiant, en général, va marcher la queue un peu haute. Le chien qui est, on va dire, de manière en colère, va avoir la queue haute, mais un peu remuante. Le chien qui veut, entre guillemets, ou qui est prêt à en découdre, va avoir la queue très haute et bien rigide. Après, vous avez la posture classique, c'est-à-dire la queue vers le bas. Alors, c'est plus délicat, évidemment, sur les chiens qui sont ce qu'on appelle anours, qui ont la queue, pardon de le dire, mais qui sont coupés, hein, même si aujourd'hui, normalement, les textes de loi font que la codectomie est censée ne plus exister, même si certains éleveurs ont une parade, c'est de mettre un élastique au niveau des vertèbres, entre les vertèbres caudales, de façon à ce que le sang ne circule plus, n'irrigue plus la partie de la queue qui doit tomber. Donc voilà, il y a toujours ces fameuses parades, mais il faut le savoir, effectivement, le chien qui est anours, c'est plus délicat de repérer ce signal, évidemment, d'accord. Donc, le port de la queue, ça peut être aussi la queue entre les jambes. Ça peut être un chien qui va venir vers vous en remuant la queue, mais la queue en bas. Ça veut dire un chien qui a envie de faire la fête, mais il n'est pas sûr de ce qui va se passer en face. Donc, il fait un signal d'apaisement, etc., etc. Donc, vous avez vraiment le chien qui a très peur va recouvrir intégralement son sexe, à avoir le contact de la queue jusqu'à son ventre. Le remuage de queue, on dit souvent que lorsque la queue remue de droite à gauche et de gauche à droite, etc., c'est des signes, je vais vous dire très honnêtement, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance, d'accord. Donc là, c'était pour expliquer un peu, voilà, un chien qui remue la queue de droite à gauche est un chien heureux. En réalité, je vais vous dire très honnêtement, jamais et aucun de vous va analyser si le chien commence à remuer la queue de droite à gauche. On est d'accord? Bon, vous voyez un chien remuer la queue, vous savez qu'effectivement, il va être heureux. Donc, non, la réalité de la façon dont le langage est important, c'est surtout la façon dont la posture de la queue est orientée. Si effectivement le chien a une queue plus haute, il va être plus sûr de lui. Si elle est plus basse, moins sûr de lui. Donc, maintenant, le chien, dans la façon dont il analyse les choses, on parlait du langage facial, mais il n'y a pas que le langage facial, il y a évidemment tout ce qui est visuel, la posture corporelle, les mimiques faciales et la cinétique de déplacement. Un chien n'a pas une très bonne vue, il faut le savoir. En tous les cas, pas une bonne vue de loin. D'accord? Et donc, il va plutôt décrypter votre silhouette, la façon de vous mouvoir. Donc, il est capable de repérer, parmi d'autres personnes, votre façon de vous mouvoir et fait que le chien va vous reconnaître assez facilement à distance. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, le chien confond une personne de loin, il est content de voir une personne parce que la personne a à peu près la même façon de se mouvoir et du coup, le chien est un peu leurré. Mais il faut le savoir, les chiens n'ont pas une bonne visibilité de loin. D'accord? D'autant plus que les couleurs, les chiens ne distinguent pas toutes les couleurs. C'est le cas par exemple du vert et du rouge. Donc ne vous méprenez pas. Plein de légendes vous expliquent que le chien voit en noir et blanc inversé, c'est de la foutaise. D'accord? Depuis, il y a eu des recherches qui ont été faites dessus, et donc il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc les mimiques faciales. Alors, mimiques faciales, ça va incorporer la position des mouvements de tête. Si vous êtes comme ça, c'est pas pareil que si vous êtes comme ça. Ça veut dire que là, vous êtes dans un regard avec le chien, un échange avec le chien qui fait que le chien va venir vers vous, va peut-être vous sauter dessus parce que vous lui aurez appris ça, en fait, hein, vous ne le faites pas exprès. Mais pourquoi un chien viendrait vous sauter dessus à la base? Il ne le fait pas. D'abord, ce qu'il faut comprendre. Et pour tous, et ça c'est très important, je le dis très souvent, les gens qui viennent me voir en éducation et les gens viennent me voir du monde entier, le problème, ce n'est pas le chien. Tout le monde va vous parler du chien en vous disant oui, le chien il a un problème, je suis comportementaliste, c'est le chien, machin, mais on ne vous parle jamais de vous. Et la réalité, c'est que le chien, il est ce que vous êtes.
on appelle ça le miroir, il est votre reflet, il est le reflet de celui qui est au bout de la laisse. Et un chien est un animal extrêmement intelligent, il faut le savoir. L'intelligence va, pour bien comprendre comment il fonctionne, vous avez à peu près 20% d'inné pour 80% d'acquisition. C'est énorme. Et les 80% d'acquisition, elles se font, pardon mesdames et messieurs, mais chez vous. D'accord? Dans votre façon d'être. Si vous savez qu'un chien, par exemple, ne sait pas, enfin, quand il naît, il ne sait pas aboyer. Il apprend au contact de son groupe social. Si vous récupérez un chiot à 2 mois, parce que c'est la loi, c'est comme ça, avant on les donnait à 3 mois, maintenant on les donne à 2 mois, merci le lobbying. Votre chiot, il va prendre le temps de s'adapter d'abord à son environnement, à son groupe social et puis à chacun de vous. Et puis ensuite de ça, si vous êtes dans une famille de gueulards, il y a de fortes chances que votre loulou soit gueulard. Parce que, il est dans un environnement bruyant. Si maintenant vous êtes apaisé, vous êtes dans un système très calme, vous aurez un chien qui sera très peu aboyeur. Donc je le dis, c'est très important parce que vous avez des gens qui s'étonnent d'avoir des chiens qui gueulent, mais en même temps, il le fait parce que le défaut du groupe social, c'est d'avoir ça. D'accord? Donc, les mouvements des lèvres, de la langue, des vibrisses, la position des oreilles, le regard, ça, tout ça, on l'a vu. Donc là, on revient sur le chien, mais ce sont les expressions du chien et des mimiques. Et il faut le savoir, pour le chien, mesdames et messieurs, nous sommes quoi? Nous ne sommes pas des humains. Je sais que ça déplaît à beaucoup de monde de le dire, mais c'est un fait, c'est une réalité. Pourquoi nous ne sommes pas des humains à leur regard? Pour la simple et bonne raison que le chien rapporte tout à son monde de chien. Il le fait à travers son regard de chien, à travers ses analyses de chien, à travers sa réflexion de chien. Donc, si on grossit les traits, nous sommes des congénères. Et si on zoome encore plus, eh bien, on est des chiens. Je vois monsieur dodeliner de la tête, vous pourrez me questionner, il n'y a aucun problème. Mais je peux le démontrer. D'accord? En fait, en grossissant les traits, c'est quoi? Parce que, comme le chien rapporte… Pardon? Excusez-moi? D'accord. Comme le chien rapporte tout à son monde de chien, il ne faut pas vous attendre à ce qu'il ait un fonctionnement humain. Hein, d'accord? Quand, je vais donner un exemple. Vous avez un chiot qui arrive chez vous. Votre premier réflexe, mesdames et messieurs, c'est évidemment de bien surveiller votre chiot, qu'il ne fasse pas de bêtises, où il est-ce qu'il ne fait pas… Enfin voilà, s'il est bien. Vous passez votre temps à le regarder. Ok. On a dit tout à l'heure que le regard est un moyen de communication. Vous savez en général pourquoi vous regardez le chien. Alors je dis en général parce qu'arrivé à un moment, ça devient une habitude, donc vous ne faites plus attention que vous regardez votre chien. Mais quand vous regardez votre chien, le chien va se demander pourquoi vous le regardez. Parce que c'est une communication et c'est un moyen de communication. Vous allez voir, quand un chien réfléchit, il se pose, il s'assoit. Et puis, quand il vient vers vous, eh bien, il va se demander donc d'abord pourquoi vous le regardez, puis il va venir vers vous. Et là, vous allez faire quoi, mesdames et messieurs? Vous allez être dans un moyen de communication que le chien perçoit dans son monde, les mimiques faciales, le sourire, éventuellement la voix. Vous vous baissez et vous le caressez. Ok? Donc, on est dans une phase mimique faciale, gestuelle et éventuellement vocale. Ok? Le chien dans sa tête, c'est pas compliqué. Ah, c'est ça qu'on attend de moi, on me regarde, je viens. Donc, il fait une action, vous avez donné une interaction. Votre chien, après, et c'est valable pour les chiens qui viennent de refuge, un chien que vous accueillez adulte, peu importe, ou un chiot, hein, on est bien d'accord. Le chien, c'est le temps d'adaptation. Alors, on reprend la chose, mais c'est important. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, la deuxième fois, au bout de quelques temps, vous regardez votre chien, il vient vers vous, vous le caressez une fois, vous le caressez deux fois, puis finalement, au bout d'un moment, vous ne reproduisez plus cet effet. C'est-à-dire, votre chien vient, vous le regardez, il vient, vous ne faites plus cette interaction de vous baisser, machin, il ne comprend pas. Comment sollicite votre chiot? Il va venir poser les pattes sur vous. Une fois qu'il a posé ses pattes sur vous, qu'est-ce que vous faites? Un sourire, et puis vous le caressez, peut-être même que vous lui parlez. Et là, votre chiot, il dit, ok, d'accord, changement de programme, on me regarde, je fais ça. Et après, vous vous rendez compte que votre chiot grandit, il a les pattes sales, il est imposant, des fois, vous êtes endimanché, etc. Vous repoussez votre chiot. Ok. Mais lui, il ne sait pas que vous le repoussez. Lui, il croit que vous jouez avec lui.
Du coup, vous le regardez, il vient, il vous fait la fête, il vous saute dessus. C'est pour ça aussi qu'un chien, quand vous marchez dans la rue, qui a eu cette habitude-là, quand quelqu'un le regarde, il fait la même chose, il saute sur les gens. Donc, vous voyez que tout est lié en fait dans le langage et fait que vous avez ces paramètres à prendre en considération. Et c'est pas parce qu'on met ça en place qu'on ne peut pas régler le problème, d'accord, qui pour beaucoup représente un problème, mais encore une fois, induit par l'erreur de l'humain, d'accord. Euh, Après, donc on disait qu'il y avait les mimiques faciales, et on va voir les mimiques faciales, comment le chien associe les mimiques faciales du chien à l'autre. Donc on parlait d'abord du système olfactif, au sens large du terme, hein, c'est les odeurs et les phéromones. Ça tient une énorme place dans le monde du chien, hein, il faut le savoir. Les chiens communiquent aussi beaucoup par les odeurs. Et mesdames et messieurs, vous aussi, vous dégagez des odeurs. D'ailleurs, vous avez beaucoup de chiens qui, quand vous rentrez, viennent vous renifler. C'est pas un hasard. Ils ne viennent pas n'importe où d'ailleurs vous renifler. Vous constaterez qu'ils viennent toujours au niveau des parties. D'accord. Ils font les chaussures, machin, et puis ils remontent au niveau des parties. Alors parfois, c'est très gênant, notamment pour les dames lorsqu'elles ont leur période. D'accord. C'est pas agréable, mais c'est le système normal de communication du chien. D'accord. D'ailleurs, je le dis parfois avec rigolade lorsque je fais des conférences ou que je reçois du monde, je leur explique, vous savez, monsieur, si vous avez été voir ailleurs, le chien le sait. D'accord. Donc, ça fait rire. Ah, mesdames, vous avez compris le principe. Ouais. Alors, au même titre que, par exemple, un chien sait à l'avance, bien avant vous d'ailleurs, que vous êtes enceinte. D'accord. Donc, il faut le savoir, ou que vous êtes malade d'ailleurs. Hein. Donc, à quoi servent donc les odeurs et les phéromones? C'est la reconnaissance évidemment des individus avec une appartenance à la famille, hein, au groupe social, son stade physiologique, par exemple l'âge, le sexe, etc. Quand les chiens font du marquage, le fait de lever la patte, quand ils vont dehors pour lever la patte, c'est des boîtes aux lettres, c'est pour indiquer tout ça à des autres congénères. D'accord. Il ne faut pas croire que le chien fait des trucs bêtement. Ça indique aussi le statut social, son état émotionnel et sa localisation spatiale. Euh, alors donc, elle participe évidemment entre congénères, mais aussi avec nous humains. Le langage sonore, il faut le savoir, vous avez entre 8 et 11 vocalises différentes dans le monde du chien, y compris le grognement. Entre 8 et 11. Souvent, les gens pensent que la voix est essentielle, elle n'est pas indispensable pour le chien. Ils ont d'autres créneaux de communication. C'est pour ça qu'un chien sourd arrive parfaitement à communiquer avec un autre chien. C'est pour ça aussi que les chiens sourds, vous rencontrez les mêmes problèmes qu'avec un chien qui ne l'est pas. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces émissions, on va dire, sonores, et ces 8 vocalises sont influées par quoi? Par la hauteur des vocalises, le rythme, vous avez les coupures entre chaque vocalise. Vous voyez, par exemple, je vais me transformer en chien, mais un chien qui aboie ouf, ouf, c'est pas la même chose qu'un chien qui ouh, vous voyez, il y a des chiens qui vont aboyer pour prévenir qu'ils sont là. Il y a des chiens qui vont aboyer parce qu'il y a une possible agression. Il y a des chiens qui vont aboyer pour signaler à un autre congénère ou dire viens jouer avec moi, etc. Donc l'ensemble de ça fait que, mais encore une fois, on ne prend pas chaque langage du chien de manière séparée. Il faut qu'il y ait un ensemble. Si vous avez un chien qui se met à grogner, mais que dans sa posture, il est en invitation à jouer, c'est-à-dire, vous savez, les pattes en avant, le cul en l'air, c'est pas pareil que si le chien il se met devant vous en grognant, les oreilles vers l'arrière, la queue haute et les poils hérissés. On est d'accord que ce n'est pas le même schéma. Donc il faut faire très attention à tout ça. Donc on est là, hein. Donc le jappement, l'intensité, le rythme, la durée et la hauteur de son. Alors avec l'humain. Avec l'humain, et là on va venir à ce que je disais tout à l'heure, que le chien ne nous voit pas comme des humains, mais comme des membres d'un groupe social, et si on zoome effectivement dans un schéma plutôt chien. Le chien fait pareil que si on était un chien. Donc il va analyser votre posture, vos mimiques faciales, votre son, votre visuel et votre odeur. D'accord. Donc exactement ce que faisaient les chiens entre eux. Hein. Voilà. L'odeur, donc évidemment, on ne pourra jamais contrôler notre odeur.
Jamais. Je ne parle pas encore une fois du sang bon, sang mauvais, je parle des odeurs que l'on dégage lors de nos émotions, notre état émotionnel, etc. Donc ça, on ne pourra jamais contrôler ça, et c'est le seul truc d'ailleurs dans le système chien qu'on ne peut pas contrôler. D'accord? On peut contrôler nos mimiques faciales, on peut contrôler notre façon de nous déplacer, de nous tenir, mais on ne peut pas contrôler ça. D'accord? Donc la posture de l'humain est analysée par le chien. Donc il est primordial de comprendre que le chien, évidemment, dans ses analyses, si vous êtes, pardon, je me lève, si vous êtes comme ça, dans la posture, c'est pas la même chose que si vous êtes comme ça. Le chien ne va pas vous identifier de la même façon. Vous voyez, alors on parle d'alpha oméga, mais parce qu'on est chez le loup, hein, mais c'est pas grave, c'est le même principe. Vous avez, donc vous voyez, on a la posture, donc sur l'écran, vous avez à gauche, non, à droite, pardon, vous avez donc le monsieur qui est bien droit, ça représente la posture du chien bien droit, la personne qui est un peu renfermée avec la posture des signaux d'apaisement. Donc, les mimiques faciales, on revient aussi sur ça. Donc, je vous l'ai dit, les chiens vont analyser l'ensemble des muscles de votre visage. Et vous allez voir sur les photos qui vont suivre que on peut prendre 5 personnes, on fait une photo, on va demander à ces 5 personnes, par exemple, d'exprimer la colère. Faites 5 photos, vous aurez 5 photos différentes, 5 mimiques faciales différentes. Vous prenez ces 5 personnes, vous leur demandez de faire le sourire, enfin quelqu'un d'heureux, machin, vous allez voir, ce n'est pas les mêmes mimiques faciales, etc. Et c'est important parce que c'est un moyen très fort de communication chez le chien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'adapte à vous et que vous n'avez pas les mêmes attraits. Quand vous avez un chien, le chien ne va pas fonctionner de la même façon avec Pierre, Paul ou Jacques. Alors, vous voyez là, on a 5 personnes. Ah, ça va pas. Ça y est. On a 3 personnes. Vous voyez, j'ai pris 3 personnes. 3 personnes qui sourient. Et comme vous pouvez constater, ces 3 personnes n'ont pas du tout les mêmes mimiques faciales. Sur la tristesse, vous avez vu, les 2 personnes expriment la même chose, mais n'ont pas du tout les mêmes mimiques faciales. La colère, quelqu'un d'énervé. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, trois personnes différentes qui expriment le même état émotionnel, mais aucun n'a la même mimique faciale. Ce qui fait que le chien, en fait, lui, va s'adapter à ça. Essayez avec vos chiens. Souvent, les gens disent ah ouais, mais je gronde mon chien, je fronce les sourcils, je lui mets comme. Mais vous agressez votre chien, en fait. Je leur explique que vous agressez votre chien. Ah oui, mais on est énervé, machin. Oui, mais vous dégagez de l'énervement. Donc, votre chien, au bout d'un moment, il va se mettre en face de vous, il va vous dire ah bah ouais, bon, ok, moi je suis prêt aussi. D'accord. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Et donc, ça permet de mieux comprendre comment fonctionne le chien. Parce que vous avez au sein de votre groupe social, je dis groupe social parce que vous formez un groupe social pour le chien. D'abord, il faut le savoir, vous n'avez pas toujours les mêmes attentes. Voilà, vous êtes un couple, vous n'avez pas toujours les mêmes attentes avec le chien. Il y a des gens qui vont être plus distants, d'autres qui vont être plus dans ce qu'on appelle le transfert d'affect et donc être dans l'excès de communication, etc. Il ne faut pas croire qu'un chien qui vous suit partout dans la maison, c'est de la complicité. Hein. Bien au contraire, un chien qui vous suit partout, c'est un chien qui est dans un système d'hyper-attachement que vous avez induit. Vous regardez votre chien croit que vous voulez qu'il vous suive, il vous suit. Je veux dire, il faut savoir que vous mettez 2 chiens ensemble qui vivent ensemble, ils vont jouer un quart d'heure, 20 minutes, et tout le reste du temps, ils s'ignorent. Quand les gens font ce qu'on appelle le transfert d'affect ou vivent tout le temps avec un chien dans ce schéma de transfert d'affect ou d'hypercommunication, eh bien, ils sont dans 75% le chien existe et 25% il n'existe pas, alors qu'il faudrait 25% il existe, pour 75% il n'existe pas. Vous voyez. Donc, ce ratio-là est très important. Quand vous avez un chien qui vous suit partout, ce n'est pas de la complicité, ça devient un problème. Donc, on l'a vu, l'apparence physique. Alors, l'apparence physique aussi joue un rôle aussi important. Hein. Je veux dire, le chien vous identifie parmi 100. Il est capable de vous identifier dans la façon de vous déplacer, de mouvoir. Et puis, ils sont très fins là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? On parle justement de ce que vous dites, qu'on a certaines personnes concernées par rapport
Ah oui, oui, oui. Vous inquiétez pas, c'est à peu près, sans mentir, hein, c'est à peu près 75% des personnes qui ont des chiens qui ont ce problème-là. Et souvent, alors je le dis, mais c'est très important, souvent les gens au départ s'en rendent pas compte jusqu'au moment où effectivement ça commence à poser un problème parce que le chien se met à stresser et va évacuer son stress par différents canaux. Parfois tous les canaux réunis d'ailleurs. Par exemple, un chien qui fait de la détérioration, ça peut être un chien qui fait ses besoins, ça peut être un chien qui hurle, mais il peut faire 2 sur 3 ou 3 sur 3. Donc, vous voyez, ça dépend de son état émotionnel. Euh, euh, bon, les signaux involontaires, bon, ça, en fait, on a fini. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, parce que du coup, on est passé tout de suite au fait, et puis je ne me suis pas présenté. Alors, on va le faire à la fin, mais c'est pas grave. Donc, moi, je suis. C'est comme ça, on retient mieux. Non, non, mais donc, moi, je suis l'évisoire, je suis éducateur comportementaliste canin. J'interviens aussi parfois pour les cours d'appel. Et je suis chroniqueur télé dans une chaîne régionale des Hauts-de-France 2 fois par mois. Et je tiens une émission radio qui s'appelle Parlons Chien, l'émission radio, qui est une émission qui est complètement gratuite et interactive. Gratuite parce que pour moi, c'est de la passion avant tout, et donc je préfère aider les gens à résoudre leurs problèmes plutôt que de penser à abandonner le chien. Et puis la deuxième interactivité, c'est parce que ben voilà, les gens rentrent dans le direct et posent toutes les questions qu'ils veulent, et je réponds, il n'y a pas de jugement. Voilà, ça c'est important, et surtout les conseils que je donne fonctionnent. Ça aussi, c'est très important. Voilà, l'émission, en fait, voilà, c'est la seule émission d'ailleurs qui est comme ça. Et j'ai vu que j'ai fait des émules, il y en a qui essayaient, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'à travers, l'idée, c'est pas de faire de l'éducation à distance. Je ne fais pas d'éducation par correspondance, c'est pas le but. Mais par des conseils, parfois des conseils très simples, on peut résoudre un problème. Je vais donner des exemples. Un chien, par exemple, qui grogne à la gamelle. Pourquoi un chien vient grogner à la gamelle? C'est ce qui fait une protection de ressources. Si cette protection de ressources a lieu, c'est que très souvent, des personnes ont mis la main dans la gamelle ou enlevé la gamelle du chien. Une erreur qu'il ne faut pas faire, mais malheureusement, de fausses bonnes idées comme ça circulent sur les réseaux, etc. Même auprès d'éducateurs où on leur explique qu'il faut mettre la main dans la gamelle, comme ça vous dominez votre chien, machin, pure foutaise. Donc voilà. Alors le conseil que je donne, par exemple, dans un cas comme ça, j'explique aux gens, ben, sur la ration que vous donnez à votre chien, eh bien, vous en enlevez un petit peu au départ, et puis à chaque fois que vous passez à côté de la gamelle, vous rajoutez dans sa ration. Du coup, le chien, alors ça ne se fait pas comme ça, hein, d'accord, mais au bout de quelques jours, le chien ne vous voit plus comme une menace pour sa gamelle, mais comme quelqu'un ou quelque chose de bénéfique. Je peux donner des multiples exemples. Hein. Franchement et sincèrement, dommage que beaucoup d'associations placent les chiens dans des endroits où obligatoirement il faut un jardin. La fausse bonne idée d'avoir un jardin fait que les gens, pour 90% des cas, laissent le chien dans le jardin. C'est une pure connerie, une pure aberration. Et je préfère 10 fois un chien en appartement qu'un chien dans un jardin. Pourquoi? Parce que les gens qui ont un chien dans un appartement, ils sont obligés de sortir leur chien. Alors que les gens qui ont un chien dans une maison ont tendance à laisser le chien dans le jardin. Alors, j'ai des gens, moi, hein, souvent, qui m'appellent, ouais, j'ai 10 000 mètres carrés de terrain. On s'en fout, en fait. Pour en avoir 100, 200, 300, 15 000, on s'en fout. Parce que le chien, une fois que vous le mettez dans le jardin, le premier truc qu'il fait, c'est de chasser les intrus, donc faire le tour du propriétaire. Et puis ensuite de ça, eh bien, il s'ennuie. En général, c'est au bout de 10 minutes. Et quand le chien commence à s'ennuyer, il va commencer à faire des trous dans le jardin, à couper les branchages, puis à aboyer sur tout ce qui bouge. Et plus vous le laissez dans le jardin, plus votre chien devient réactif à tout ce qui va passer devant le jardin. Ce qui fait que le jour où votre chien a l'opportunité de sortir du jardin, va attraper la première personne venue et le mordre, et ainsi se produit beaucoup d'accidents. Donc je le dis parce que c'est plein d'erreurs que les gens font, mais on peut résoudre ça en expliquant simplement aux gens, votre groupe social que vous représentez va dans le jardin, votre chien vient avec vous dans le jardin. Le groupe social que vous représentez rentre à la maison, votre chien rentre à la maison. Les sorties, c'est pas dans le jardin. Les sorties, c'est à l'extérieur de l'enceinte de la maison. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le chien, ça lui permet d'avoir autre chose que les odeurs qu'il a déjà identifiées maintes et maintes fois. 2, ça lui permet aussi de véhiculer à d'autres
son statut, son sexe, ses origines, et peu importe. Mais ça lui donne aussi l'occasion d'avoir des stimuli qui sont des stimuli différents. Donc, vous voyez, les fausses bonnes idées, ça circule de partout. Après, il y a ceux qui sont concrètement capables de vous expliquer les choses et de dire, voilà, il y a des trucs qui sont faux et il y a des trucs qui sont vrais. Donc, je le répète, et c'est dommage qu'il n'y ait pas des gens réellement de la SPA, qui, je m'embrouille un peu avec eux de temps en temps, mais qui ont tendance à penser que c'est les gens qui veulent un chien, il faut qu'ils aient un jardin. C'est une connerie, je dis ouvertement. Après, chacun prend comme il veut, mais pour moi, c'est une grande bêtise. La réalité, ce n'est pas le jardin. La réalité, c'est ce que les gens vont faire avec le chien. Le sortir. Vous prenez un chien de refuge qui a subi la peur de l'abandon, qui a été abandonné, donc le chien développe cette peur de l'abandon, et puis ensuite de ça, il faut laisser le temps d'adaptation au chien, le temps de s'adapter à son nouvel environnement. Le problème, c'est que les gens sont toujours très pressés. Ça, c'est un truc, c'est une réalité, c'est une catastrophe. Maintenant, vous avez des gens, ils adoptent un chien en refuge, et puis ils laissent le chien. Ils s'en vont travailler. Normal, ils ont un travail, il faut. Bon. Sauf que le chien n'a pas eu le temps de s'adapter, et donc il voit une nouvelle fois qu'il est abandonné. Du coup, il développe un stress. Alors qu'il faudrait tout simplement donner un temps d'adaptation au chien, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, je veux dire, ce n'est pas dans un claquement de doigts. Vous prenez un chien, par exemple, qui a été en refuge sur du dur. Quand je dis du dur, on parle du sol, hein, d'accord le chien, en fait, il se conditionne. Vous savez, un chien, ça se conditionne très, 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 très. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est Pavlov, hein, tout simplement. Mais vous faites 3 fois un truc avec un chien, il commence son conditionnement. Vous en êtes à 5, il a dessiné sa trame. Vous sortez de cette trame, le chien est en stress. Et c'est du dur. Le chien, comme il est conditionné à faire sur du dur, il va faire sur du dur. Donc moi, j'explique aux gens, hein, parce que c'est facile en fait à changer ce comportement. Il suffit de s'armer de patience avec, sur une journée entière, par exemple, de prendre le chien et de le sortir toute la journée, jusqu'à qu'il fasse dehors. Et une fois qu'il fait dehors, le récompenser. Bon, d'abord, il y a 2 choses importantes. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne le chien. Je l'ai dit tout à l'heure, il est pavlovien. Mais il est aussi binaire. Binaire, c'est quoi ? C'est 0 ou 1. C'est blanc ou c'est noir. Un chien ne fait pas de poids de mesure, il ne sait pas. D'accord ? C'est oui ou c'est non. OK ? C'est j'apprécie ou je n'apprécie pas. Bon, maintenant, c'est d'ailleurs pour ça que les gens utilisent les trucs en coercitif, parce que le but, c'est de faire en sorte que le chien n'apprécie pas. D'accord ? Bon, ouais. Le chien avance, OK ? Il prend 1 mètre. Je lui en fais perdre 2, ça ne l'intéresse pas. Son objectif à lui, c'est d'aller là. Comme je le retarde dans son objectif, du coup, il marche sans tirer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous le constaterez quand vous avez un chien, même s'il ne tire pas, s'il ne fait pas attention à vous, il se déconcentre, il s'en va sur un autre truc. D'accord ? Moi, ce que je fais, c'est qu'au moment où le chien ne fait pas attention à moi, c'est pas grave, je change de direction. Il est obligé de me suivre, il est au bout de la laisse. Ce n'est pas une question de tirer ou pas tirer. Ma laisse est détendue, je m'en fous en fait. Je change de direction, il est obligé de venir. Il est au bout de ma laisse. Par contre, dès qu'il est bien, tout de suite, c'est bien mon titi, mon cœur, mon trésor, blabla, je le récompense énormément. Les gens me prennent pour un fou, hein, mais on s'en fout. Le ridicule tue pas, ce qui est important, c'est le résultat. Ce qui est important à comprendre, là, pour l'histoire de la longe, donc du coup, les gens ont tendance effectivement à se dire ouais, mon chien, il est sympa, machin, c'est la forêt, c'est la belle vie, et on pense que le chien, finalement, c'est bien de le lâcher. Attention, mesdames et messieurs, et ça, je mets un gros bémol là-dessus. Le chien est un animal opportuniste. Le rappel à 100%, celui qui vous dit que ça existe, est un menteur. Le rappel à 100% n'existe pas. Et j'invite toute personne baladant son chien d'utiliser une longe. Je sais que beaucoup rêvent d'avoir leur chien qui vadrouille, mais le fait d'avoir une longe va vous permettre de contrôler votre chien en toutes circonstances. C'est vrai, c'est beau un chien en liberté, c'est beau machin, mais encore une fois, la vraie problématique, c'est le côté opportuniste. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a des idées à droite, à gauche, des trucs reçus ouais, non, il faut réfléchir. Il y a des gens, moi je leur explique les choses. Ah ouais, mais c'est logique en fait. Vous voyez, il faut qu'il y ait une certaine logique. Les chiens, c'est aussi très logique hein, dans leur mode de fonctionnement. Les gens se compliquent beaucoup la vie avec les chiens en pensant que c'est très délicat, très dur, c'est compliqué à éduquer. Non,
Un chien, c'est très basique, très sommaire. Donc, les chiens, ils ont pas besoin de se prendre la tête avec tout, comme nous d'ailleurs. Nous, on se prend la tête pour un oui, pour un non, pour un machin. Mais le chien, lui dit, pas de problème. Si votre chien n'a pas envie de revenir, il est en position, pardon de le dire, il est en position de force. On va faire une démonstration là, tout de suite, maintenant. Prendre les poignées de madame. Voilà. Et là, vous allez séparer les poignées. Tirer comme ça? Ouais, tirez. Allez-y, résistez et tirez. Bon, vous voyez, dites la vérité. Du mal ou pas du mal? Oui, du mal. Ah, bon. Ça vous donne quoi comme impression? Vous êtes costote, là, du coup? On est d'accord. Pourquoi ça ne marche pas? Enfin, bon, le monsieur, il va franco, mais pour l'histoire du harnais, votre point de fixation pour 90% des harnais, par exemple le type J, je ne donnerai pas le nom, le point de fixation se trouve juste derrière les omoplates. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle le zéro force. C'est le zéro force. Et puis, je vais juste rajouter quand même 2 problématiques supplémentaires sur le harnais, notamment le J, avec le point de fixation sur l'omoplate. C'est que vous déformez les aplombs du chien et vous tassez sa colonne vertébrale. Et que l'erreur que font les gens, c'est d'utiliser le harnais sur des chiots. C'est une vraie boulette. D'accord? Il ne faut pas faire ça. Vous verrez les chiens qui portent des harnais, type J, par exemple, quand ils grandissent, vous avez sur la colonne vertébrale une bosse. Vous pourrez constater, hein, il suffit de regarder un chien, vous avez cette bosse-là, c'est le tassement de la colonne vertébrale. Maintenant, c'est bon, merci. Merci.